J'ai des tas de raisons d'aller en Chine. Un habitant de la Terre sur 5 est chinois. Et ce pays a la croissance économique la plus rapide du monde. Mais comment tout ça fonctionne? La Chine vit sous le contrôle du Parti communiste depuis 1949. J'ai envie de comprendre. Je vais aller jeter un œil. Guy Martin jette un regard nouveau sur le pays le plus peuplé du monde. Au fil d'un périple de 8000 km, il s'adonne à ses passions et dévoile un visage méconnu de la Chine. Vous avez vu ça? C'est les plus grandes chiottes publiques du monde. Cette tête brûlée relèvera aussi un redoutable défi. Établir le nouveau record de la traversée à vélo d'une étendue désertique, surnommée le désert de la mort. Normalement, je devrais pas voir le soleil se coucher ici demain. Pour la deuxième partie de son voyage, Guy visite la capitale, Pékin. La ville où l'histoire de la Chine imprègne à la fois le présent et l'avenir. Ils aiment profondément leur nation. Il rencontrera les hommes qui bâtissent un des plus hauts gratte-ciel du monde. Plus on travaille, plus on est payé. Ouais, je comprends. Il verra comment la bourgeoisie chinoise redécouvre les vertus apaisantes de la cérémonie du thé. Si tu voyais la tasse que j'ai en Angleterre, ça te dégoûterait. Oh, Il arpentera la rue au cœur de la culture asiatique des supercars. Un Range Rover, 2 McLaren et une GT3. Et il verra comment les rickshaws traditionnels se renouvellent avant d'en essayer un. Guy est à la gare de Shanghai, une des 4 grandes gares de la ville. Récemment, elle a bénéficié d'un demi-milliard d'euros de travaux de rénovation. Très impressionnant. Un plâtre en osier. Je parle de votre plâtre. Il attend d'embarquer à bord du train à grande vitesse qui doit le conduire à Pékin à plus de 300 km/h. Il parcourra 1300 km en direction du nord sur une ligne construite en seulement 2 ans dans le cadre d'un vaste effort de modernisation des infrastructures du pays. À titre de comparaison, la construction des 200 km de ligne à grande vitesse entre Londres et les Midlands devrait prendre 9 ans. En 1993, la vitesse moyenne des trains chinois était de 50 km/h. Aujourd'hui, le pays a plus de lignes à grande vitesse que le reste du monde réuni. On roule depuis 15 minutes et on est toujours au milieu des immeubles. Il y a des panneaux solaires par contre. Ils sont écolos. Please do not smoke in an area on board. Any violators will be punished by the train police, according to the regulations on the administration of railway safety. En fin d'après-midi, Guy atteint la capitale. 1320 km, c'est la Grande-Bretagne de la pointe nord à la pointe sud. Et on a mis 6 heures, nickel. Leurs chemins de fer sont hyper efficaces. La sortie est par là. Pékin a longtemps été le royaume du vélo. Guy veut s'en acheter un d'occasion pour se déplacer en ville. Allez, on va voir ça. Cheng, sa traductrice, l'accompagne. tu veux quel genre de vélo? Les magasins d'occasion ne sont pas autorisés dans le centre de Pékin. Elle l'emmène donc une demi-heure plus au nord, dans le quartier de Wudaoku, le centre de l'univers, comme le surnomment affectueusement les gens d'ici. Monsieur Wong est le propriétaire du magasin de cycles Hong Xing Ching Chong, où il vend un modèle de légende. C'est des pigeons volants? Je les croyais tous noirs. Le pigeon volant est le moyen de locomotion le plus produit au monde. Je pensais que le véhicule le plus fabriqué était la Honda C90. Ils en ont fait 60 millions. Mais non, le record, c'est le pigeon volant. Un demi-milliard. 500 millions. Il en a fait des bornes.
C'était le seul mode de transport approuvé pour les masses par le leader chinois dont le visage orne encore les billets de banque, le président Mao. Il a gouverné de 1949 à 1976. Grande figure du communisme. Dans un régime communiste, l'économie est planifiée. Ça veut dire que les paysans doivent faire pousser telle quantité de céréales, que les usines doivent produire telle quantité de tels produits. Pas de libre marché, pas d'entrepreneurs, pas besoin de Bentley et de Ferrari comme on le voit aujourd'hui. Tout ce dont vous avez besoin, c'est un pigeon volant. Le premier pigeon volant est sorti des usines de Mao en 1950. Le seul modèle à disposition était à double barre, de façon à pouvoir transporter un cochon. J'aime bien le bleu. Il me le fait à 100? Il a dit non. Non? 120? Non, 150. 150? Ouais. En gros, on peut quasiment enlever un zéro. Donc, quand il dit 150 yuan, ça fait une quinzaine d'euros. C'est intéressant. S'il me trouve 2 bouchons de valve, je le prends à 150. Ça, c'est cadeau. On a fait une bonne affaire. Il est sympa, mon pigeon volant. Il n'y a plus qu'à l'essayer. Guy teste son vélo en se rendant sur un site qu'il tenait absolument à voir, le plus grand chantier de Pékin. Il se trouve dans le Central Business District, un des quartiers les plus cotés d'Asie. Ces 4 km² ont été totalement réaménagés. 274 projets se sont livrés une compétition féroce pour seulement 18 lots à construire. Le joyau de cet ensemble de haute tenue sera le plus grand immeuble de Pékin, le China Zone, qui culminera à 528 mètres de hauteur. Voilà, on y est. Ce sera un des 5 plus hauts gratte-ciel de Chine et un des 10 plus grands du monde. Impressionnant, hein? Une fois terminé, il sera presque 2 fois plus haut que le Shard de Londres. Ils ont fait environ 70 étages. Mais quand il sera terminé, dans 2 ans, il y en aura 108. Les travaux ont commencé il y a 5 ans. Ce sera comme ça une fois fini. D'habitude, les gratte-ciel sont carrés, mais celui-ci s'évase au sommet. Ils l'ont appelé Zone, en référence à un verre à vin traditionnel qui s'évase sur le haut. Mais plus un gratte-ciel a de poids en hauteur, plus il oscille fortement en cas de tremblement de terre. Et comme Pékin est bâti sur plusieurs lignes de faille, les fondations du China Zone ont dû descendre à 80 mètres de profondeur. C'est une prouesse technique. On va aller jeter un œil. Guy monte à l'étage actuellement en cours de construction, le 75e. L'ascension dure 3 minutes et demie. Le voilà à 377 mètres d'altitude. Sur un des chantiers les plus hauts du monde. C'est vraiment haut. Viens, amène ta caméra. Ça en jette. C'est haut, hein? Les autres gratte-ciel ont l'air tout petits. Je me sens en sécurité, mais Andy, notre preneur de son, il est moins rassuré. Il peut plus bouger. Aucun autre bâtiment chinois n'a utilisé autant d'acier à haute résistance. 50 jours durant, 1000 ouvriers fabriquent une cage en tressant des tiges métalliques, après quoi du béton y est coulé pendant 93 heures sans discontinuer, de façon à créer une base en béton renforcée. Et la même opération se répète à chaque étage. Vous avez vu ce boulot? Il y a des renforts pour augmenter la résistance des poutrelles en I. C'est du beau travail et les soudures sont nickel. Ce sera super résistant. Mais on les verra pas, elles seront noyées dans le béton.
4000 employés travaillent non-stop en 3/8. C'est un travail de précision. Si en raccordant cette pièce, juste là, le gars fait une erreur d'angle d'1 millimètre une fois arrivé en haut, l'écart sera de 5 cm. Il faut vraiment travailler au millimètre près. Et c'est ce qu'ils font. Beaucoup d'ouvriers viennent de régions pauvres situées hors de Pékin et ne rentrent chez eux que 2 fois par an. Comme Shu Wei, 25 ans, qui travaille au montage des grues. Tu vis où pendant que tu travailles ici? Tu loues un logement? Je vis sur Shaoyang Road, sous l'immeuble. La société loue la maison pour nous. C'est cool. Ça rapporte de travailler sur le Zun? On n'a pas de salaire fixe. Plus on travaille, plus on est payé. Comme on dit chez moi, plus tu trimes, plus t'as de thunes. Je comprends. Je suis fier. Vous savez, j'aime ce travail. Je pourrais le faire toute ma vie. C'est bien. En tout cas, merci. Merci beaucoup. T'es un chef. Encore merci. Une fois achevé, le Zun sera l'un des 5 gratte-ciel chinois à figurer parmi les 10 plus hauts du monde. Il comportera des appartements de standing, des bureaux dernier cri, un hôtel de luxe et une terrasse d'observation à son sommet. Aujourd'hui, la visibilité est limitée, mais cela n'empêche pas Guy de demander au chef de chantier s'il peut aller encore plus haut. Il y aurait moyen que je monte dans une grue? La réponse est un retentissant oui. Oui? Tu peux. Je vais monter dans la grue. Génial. Ça roule. Mais attention à rien toucher. Pas de souci. C'est parti. Attends. À 400 mètres de haut, Guy a une vue d'ensemble de la principale difficulté que rencontrent les constructeurs pékinois. La circulation est problématique quand on veut construire des bâtiments de ce type au milieu d'une ville comme Pékin. Le gros souci, c'est l'acheminement des matériaux. C'est déjà compliqué de se déplacer avec une caméra, alors dès qu'il faut apporter un lot de ciment ou d'acier, n'en parlons pas. Comme on dit, qui ne tente rien n'a rien. C'était chouette. J'ai adoré. Après avoir tutoyé les sommets, Guy revient sur le plancher des vaches et s'engouffre dans quelques-unes des rues les plus embouteillées et les plus dangereuses de la mégapole. Ces explorations le font tomber sur un étrange rituel matinal. La danse des agents immobiliers. Ça donne envie d'acheter un appart. C'est pas propre à Pékin, on voit ça dans toute la Chine. À l'école, à 9h30, les gamins font ça pour bien travailler ensemble. Vous avez vu ça? Et il n'y a pas qu'une chanson, hein. Ils se tapent tout l'album. On fait pareil chez moi, mais on n'est pas à ce niveau. Faut vraiment que j'achète un appart. Guy poursuit à vélo son tour des attractions touristiques les plus improbables de Pékin, suivi par son équipe de tournage, juchée sur une escadrille de pigeons volants. Hop, 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 hop. Faut avoir des yeux dans le dos ici. Pas besoin de rétro en Chine. Si tu te soucies juste de là où tu vas et que tu fais pas attention aux autres, ça se passe bien. Les routes de Chine sont réputées être 100 fois plus dangereuses qu'au Royaume-Uni.
Les accidents de la route font 70 000 morts chaque année, dont 10 000 à vélo. Les récentes pistes cyclables améliorent la sécurité Faut que je le contourne. quand elles ne sont pas bloquées par des taxis ou des bus. Les petites rues sont beaucoup plus calmes. Il y a un chien. OK. 你好。啊。哈哈，谢谢。 Au bout de 20 minutes, Guy arrive au Centre national des sciences de l'espace. Et maintenant? Ce même jour, la Chine lance une mission habitée. La Chine a envoyé un rover sur la Lune. Il s'appelle U2. Mais ça s'écrit Y-U-T-U. C'est pas U2, le groupe. Rien à voir avec Bono. Mais le ciel offre un spectacle encore plus inhabituel aujourd'hui. Le soleil. Jour 9. On voit le ciel bleu pour la première fois. Regardez ça. Guy a une cité vieille de 3000 ans à disposition, Sa roue est flinguée. mais il opte pour une série de garages. Ils sont souriants, sympas à la pompe à huile. Ils ont un analyseur de gaz, c'est bien ça. On est dans la ville la plus polluée du monde. Vous avez tous les sinus en feu. Moi, ça va, mais je touche du bois. Ça risque de venir. Les scientifiques chinois eux-mêmes décrivent Pékin comme une ville quasi inhabitable. Chaque année, le pays déplore 3 millions de décès liés à la pollution. Cela vient en partie du fait que de nos jours, on y trouve plus de voitures que de vélos. En 2006, on comptait 9 millions de bicyclettes à Pékin. Aujourd'hui, il en reste moins de la moitié. Le vélo est associé à la pauvreté. La voiture est un signe extérieur de richesse. Regardez, il est fier de ce qu'il fait. Hein. Il la brique. La conséquence pour cette ville d'amoureux de la voiture, ce sont les bouchons. Voici à quoi ressemble un retour de vacances aux abords de la capitale. L'embouteillage s'étire sur 50 fils. 21 millions d'habitants, 5 millions de voitures. La raison pour laquelle Pékin est aussi peuplé remonte aux années 1960 et à la politique nataliste de Mao Tse-tung. Le président Mao les encourageait à faire des galipettes. Plus il y aura de Chinois, mieux ce sera. Et en 30 ans, la population chinoise a doublé. Les conséquences se voient aujourd'hui sur les routes. C'est un peu embouteillé ce matin. Il est 9h moins 20. C'est la norme à Pékin. Il s'est planté de sens, lui. C'est un peu le bordel. Salut. Le gouvernement essaie de réduire le smog et les encombrements en encourageant le recours au transport public. La ville compte plus de 2000 distributeurs automatiques inversés. Je vais y mettre des bouteilles. En échange de bouteilles en plastique, on obtient un rabais sur le prix du billet. Je trouve ça génial. Avec 20 bouteilles, le billet coûte 1 yuan de moins. C'est une super machine. Et on ne peut pas balancer n'importe quoi. Il faut qu'il y ait un code barre et tout le tout-team pour que ça marche. J'ai mis 10 bouteilles et maintenant la machine sait qu'elle me doit de l'argent. Elle me demande mon numéro de téléphone pour pouvoir créditer mon compte recyclage. Elle en veut pas de celle-là. Il n'y a rien à faire. Elle la prend pas. On trouvera une poubelle. Une fois vos bouteilles déposées, l'écran affiche une confirmation de votre contribution à la protection de l'environnement. C'est super. C'est motivant. Le métro de Pékin est le plus fréquenté au monde et compte 700 km de voies. Chaque jour,
près de 11 millions de passagers l'empruntent. Toutes les occasions sont bonnes pour vendre aux masses. Les parois des tunnels sont tapissées d'écrans qui synchronisent leurs vidéos avec la vitesse des rames afin que les passagers puissent voir la publicité sans interruption. Mais parfois, la présence d'un occidental musclé suffit à égayer le voyage. Il dit que j'ai pas de gras et qu'il tiendrait plus longtemps que moi si on était piégé dans le froid. Après le métro, un thé sera le bienvenu. Guy et sa traductrice, Cheng, visitent un parc privé dans un des quartiers les plus huppés de Pékin. Ces bâtiments vieux de 500 ans ont été expédiés du sud de la Chine à plus de 1500 km et servent maintenant de lieu de détente à la bourgeoisie chinoise. Guy est ici pour rencontrer la maîtresse de thé Yao Shu. Elle exécute la cérémonie traditionnelle du thé avec des ustensiles d'une valeur inestimable. En Chine, la culture du thé est très élégante et très importante pour beaucoup de gens. C'est pour cela qu'elle utilise ses théières et ses tasses, qui sont des antiquités. Par exemple, ce support de théière en pierre date de la dynastie Han, il y a environ 800 ans. La vache! Et la théière date de la dynastie Qing. Elle estime que c'est très important, car quand on boit le thé, on sent la culture chinoise ancestrale. On la ressent quand on tient ces objets. Si tu voyais la tasse que j'ai en Angleterre, ça te dégoûterait. Elle fait à peu près cette taille et je la lave jamais. On pourrait y faire un thé sans mettre de sachet tellement il y a de dépôts. Mais ça fait un thé excellent. En Chine, servir le thé à quelqu'un est une marque de respect. On en boit depuis plus de 4000 ans, avec un nombre de variétés auxquelles Guy n'est pas habitué. En Chine, on classe les thés en 6 grandes sortes. Le thé rouge, le thé blanc, le thé vert, le thé jaune, le thé oolong et le thé noir. Yao Shu sert à Guy un oolong, à mi-chemin entre le thé vert et le thé noir auquel il est habitué. C'est une grande première pour lui. Vous pouvez boire. On connaît tous le goût du thé sans lait. Ma mère prend son thé sans rien et je suis pas fan. Là, ça y ressemble, mais en moins fort. Ça me fait penser à ça. À Rome, fais comme les Romains. Alors à Pékin, fais comme les Pékinois. Jusque récemment, des rituels comme celui-ci étaient interdits. Le glas avait sonné en 1966 avec le début de la révolution culturelle. Mao voulait faire table rase des 4 vieilleries. Les vieilles coutumes, la vieille culture, les vieilles habitudes et les vieilles idées. Pour mener à bien ce nouvel idéal communiste, les monuments historiques, les sites religieux et les reliques étaient détruits. Les cérémonies datant de la Chine ancestrale étaient hors la loi, et des millions de jeunes fanatisés s'en prenaient violemment à tous ceux qu'ils soupçonnaient d'être des capitalistes inavoués. Aujourd'hui, 40 ans après la mort de Mao, la cérémonie du thé est de plus en plus appréciée comme antidote au stress et à l'agitation de la Chine moderne. Après le thé, Guy cherche à en savoir plus sur la vie sous Mao. Est-ce que certaines choses étaient mieux sous Mao? J'ai grandi dans un quartier de Pékin très classique. C'était très beau et très calme. Il n'y avait pas de voiture, les gens se déplaçaient à vélo. Tout le monde avait son pigeon volant? Oui. Quel que soit le métier, on gagnait tous autant. Et c'était sans doute une bonne chose. Les gens portaient tous les mêmes vêtements. Et je me souviens que quand j'allais chez mes amis, on avait tous le même mobilier. Jusqu'en 1992, à Pékin, il n'y avait pas de supermarché. Ah bon? Je me souviens de... Jusqu'en 92? Oui. Je me souviens encore de la première fois où je suis entrée dans un supermarché. J'étais aux anges et étonnée. Pourquoi? Parce qu'on pouvait toucher les choses sans les acheter.
Avant, on n'avait que des petits magasins et on pointait du doigt ce qu'on voulait acheter. En tout, il n'avait peut-être que 10 produits différents et il fallait un ticket délivré par le gouvernement pour 2 kilos de riz, 1 kilo de poisson, 1 kilo de viande. Chaque famille avait un ticket pour le mois. J'apprécie beaucoup l'évolution de nos vies. Ça s'est amélioré? Oui, Ok. oui. Je pense que nous avons plus de liberté qu'autrefois. Jusqu'aux années 80, je n'aurais jamais pu m'asseoir avec toi. On m'aurait jeté en prison. Juste pour m'avoir parlé? C'était interdit de parler aux étrangers. Même si les Chinois apprécient leur nouvelle liberté, la prochaine visite de Guy va lui montrer que le respect des traditions de Mao est toujours de mise. Il est 4 heures du matin et Guy Martin se joint aux milliers de personnes massées sur la place Tiananmen. Au lever du jour, une cérémonie aura lieu pour hisser les couleurs nationales. Le drapeau se lève en même temps que le soleil. Quand on est arrivé, il y avait plein de bus, avec le guide à l'avant et les gens collés aux fenêtres. La date du jour n'a rien de particulier. Cette cérémonie est quotidienne. Il y en a qui courent. Ils veulent tous avoir la meilleure place. Venez. Venez. Ça, c'est du patriotisme. Ils se lèvent à 3 heures du mat pour regarder un lever de drapeau sur la place Tiananmen. Cet engouement vient en partie de l'importance historique de cette place. C'est ici que le président Mao a déclaré pour la première fois qu'il avait uni et placé la Chine sous gouvernance communiste. Il y a un petit défilé. Je vais le regarder sur l'écran de téléphone de quelqu'un. La cérémonie dure précisément 2 minutes et 7 secondes. Le temps que le soleil met à se lever. Dès la fin de l'hymne national, la foule se hâte de l'autre côté de la place Tiananmen. Mao est mort il y a 40 ans. Mais son portrait, remplacé par une nouvelle version chaque année, trône fièrement au-dessus de la place. Pour certains visiteurs, une peinture ne suffit pas. Il lui rend hommage en visitant le mausolée qui abrite son corps. Il y a des milliers et des milliers de gens. Ça fait 1 heure que je suis là. Dès que le drapeau est arrivé en haut du mât, les gens se sont rués ici pour faire la queue. Mais à en croire certaines rumeurs, ces gens ne font pas la queue pour voir le vrai corps de Mao. Il se serait décomposé il y a déjà longtemps. Quelqu'un nous a raconté qu'il était venu à la fin des années 80 et... on aurait dit une citrouille. Voici ce à quoi Mao ressemblait juste après sa mort, en 1976. Certains pensent que son corps a été remplacé par une statue de cire. Ils ont peut-être demandé à Madame Tussaud ou au musée Grévin de leur faire une réplique. Je sais pas. Quand ils ont découvert Toutankhamon, il était plutôt en bon état. Le nombre de gens qui affluent à 3 heures du matin pour voir un lever de drapeau et un corps momifié en dit long sur le respect des Chinois pour leur passé. Personne les force. Ils aiment profondément leur nation. J'ai vu personne leur braquer un flingue sur la tête en leur ordonnant d'avoir l'air enthousiaste. Je suis super content d'être venu. Quand on visite Pékin, il faut absolument voir ça. La place Tiananmen rappelle aussi les événements de 1989, quand l'armée a ouvert le feu sur les manifestations d'étudiants désarmés. Le bilan humain n'a jamais été révélé, mais on évoque parfois des milliers de morts. Le dernier contestataire emprisonné aurait été libéré en 2016, mais un flou savamment entretenu par l'État
entoure ces informations. Guy veut en savoir plus sur le contrôle chinois des médias. Dans sa chambre d'hôtel, il surfe sur Internet. C'est qui ça? C'est mon toutou, je l'ai en écran de veille. Il veut voir si le grand firewall de Chine, avec ses 30 000 policiers affectés à la surveillance de l'activité informatique, est aussi restrictif qu'on le dit. On est au 24e étage. Je pense qu'ils vont mettre un peu de temps avant d'arriver. S'ils déboulent en fracassant la fenêtre, là, je dis chapeau. Je vais faire 2-3 recherches qu'il vaut mieux éviter. On y va. Je sais que leurs 30 000 policiers n'aiment pas trop Google, parce qu'on y trouve à peu près tout. Mais on va essayer. Oh, direct. En 2010, le moteur de recherche le plus utilisé au monde s'est retiré de Chine pour éviter la censure. L'alternative approuvée par le gouvernement est Baidu. Allez, on passe au truc croustillant. Place Tiananmen. Ah, ça sort dans les suggestions. Je vais appuyer sur Enter et il n'y a encore personne à la fenêtre. On frappe à la porte. Va ouvrir. Pardon? C'est pourquoi? Ah, merci. Merci. Elle venait voir si je voulais un thé. Oh les gars, vous auriez dû voir vos têtes. Vous étiez complètement flippés. Allez, on y retourne. J'appuie sur Enter et voyons ce que ça dit. Oh, le massacre de Tiananmen. Un mythe venu de la presse étrangère. Ça vient d'un quotidien d'État en anglais. Je connais quelques journalistes qui seraient pas d'accord. Cette façon de fournir des résultats de recherche conformes aux positions du gouvernement n'est qu'une partie de la mainmise de l'État. Une loi l'autorise aussi à couper Internet comme bon lui semble. Le lendemain, Guy part en solo. Un de ses passe-temps favoris est de traîner dans les déchetteries. Et à Pékin, il est servi. Ce sont de véritables villages. Les familles qui gagnent leur vie en recyclant les déchets de la ville vivent sur place. 1% de la population détient un tiers de la richesse chinoise. Et tout en bas de l'échelle, un quart de la population détient 1% de la richesse. La Chine préfère éviter de mettre en avant ces inégalités. C'est la raison pour laquelle Guy est venu ici seul, sans avertir le chaperon que le gouvernement lui a assigné. J'aime bien Monsieur Zhu, mais il refusait catégoriquement qu'on aille dans une déchetterie. Il se débrouille bien. Il a l'habitude. Il devrait quand même porter des lunettes. Il y a de tout ici. Là-bas, il y a un gars qui enlève le haut des bombes à aérosols. Là, il y en a un qui s'occupe du verre, un autre qui fait les câbles. Et eux, c'est les métaux. Regardez-le, il boit son thé sur une pile de ferraille. Il recycle les bouteilles et les joints en plastique. Les fouilleurs de poubelles font peser et trier ce qu'ils apportent à bord de leur camion. Par ici, par ici. Ciao. De leur moto pick-up On n'a pas ce genre de choses chez moi. et de leur tricycle. Guy aide à décharger. Allez. Après un cours accéléré de Monsieur Han, C'est pour monter et descendre. Guy est aux commandes de l'électroaimant et aide à trier les matériaux. Ça va là-bas, ça? Sur ce tas? Ah, ok. Les pièces les plus lourdes, comme ces poutres récupérées sur le chantier de démolition d'un gratte-ciel, doivent être déplacées au tractopelle.
Je suis pas un pro, mais ça me plaît bien. Merci, merci. Maintenant considéré comme un membre de l'équipe, Guy est accueilli par Monsieur Han dans un conteneur converti en logement. Où on va? Grâce au prix élevé des métaux dû à la forte demande du secteur du bâtiment, Monsieur Han peut gagner jusqu'à 1 000 € par jour. Mais son mode de vie devra bientôt évoluer. On nous a dit qu'on devait se préparer à partir. Tout va être déplacé à l'extérieur de la ville, parce qu'il n'y a plus assez de terrain. Notre pays fonctionne comme ça, surtout dans cette région. Le gouvernement chinois est souvent critiqué pour sa tendance à décider de changements de grande ampleur sans concertation publique. Les foyers et les emplois liés à cette déchetterie vont être déplacés à l'écart de la ville pour céder la place à des projets immobiliers modernes. Pourtant, Guy estime que Pékin devrait être fier de ce genre d'endroit. Je comprends pas pourquoi Monsieur Zhu voulait pas qu'on vienne ici. Y a rien à cacher. C'est très bien organisé. On s'en va, mon pote, t'en fais pas. Le lendemain, Guy visite le versant opposé de la richesse chinoise. En 2020, le pays comptait plus de 800 milliardaires et plusieurs millions de millionnaires. Plus rien à voir avec le projet de Mao. Il voulait que tous les gens soient pauvres, tous égaux, mais c'est fini. Le gouvernement communiste dit que c'est bien d'être riche. Cela n'est nulle part aussi évident que dans la rue du Tuning de Pékin. C'est dingue de voir tout ça. Elle compte 50 garages qui vendent, entretiennent et gonflent des supercars. Les hommes d'affaires chinois veulent montrer aux masses qu'ils ont réussi. Ils ont de l'oseille et ils apportent leurs voitures dans ces garages pour ajouter des équipements encore plus chers. Il y a un gars là-bas avec une Maserati. Je sais pas combien il a payé, mais il a fait ajouter des bidules en carbone et des roues énormes. Il y a une voiture qui arrive. Une Koenigsegg à plus d'1 million attire l'attention de Guy. Mais on lui indique la sortie. Je me suis fait virer. Je jette un œil, c'est tout. On jette un œil. Pas de photo. Pas de photo. Pas de photo. Ils savent quand quelqu'un a de l'argent. Et moi, ils ont bien vu que j'ai à peine de quoi me payer des chaussures. Le chien, lui, il a le droit d'entrer. Mais pas moi. Et pas moyen non plus d'aller voir cette McLaren qui vient du même pays que lui. Venez voir, j'y connais pas grand-chose, mais il me semble que c'est le dernier modèle. C'est une P1. Elle vaut près d'1 million d'euros. Guy parvient à s'approcher d'une Pagani Zonda R. Une voiture à 1,5 million produite à seulement 15 exemplaires. Il n'y a pas plus bling-bling qu'acheter ce genre de voiture et venir ici pour la faire modifier. Les principaux clients, dans ce genre d'endroit, ce sont les enfants des milliardaires. On leur a donné un nom, Fu Herdai. C'est péjoratif. Ils ont grandi avec tout cet argent. Ils peuvent avoir tout ce qu'ils veulent. J'ai lu un article sur 2 filles de 2 milliardaires différents. La première s'est filmée en train de brûler de l'argent, juste parce qu'elle peut se le permettre. Et l'autre a pris une photo du solde de son compte bancaire et l'a postée sur Internet. On se demande ce qui leur prend. C'est à qui aura la plus grosse, comme on dit chez nous. C'est vraiment n'importe quoi. C'est la dernière journée de Guy Martin dans l'ultramoderne capitale chinoise. Mais il va finir sur une touche traditionnelle. Pékin est super propre. C'est génial. Mais on veut un peu de Chine à l'ancienne. Ce qu'il nous faut, c'est un petit tour en rickshaw. En dépit des trains à grande vitesse et des fusées spatiales, cet humble tricycle est toujours là. Mais le système à pédales traditionnel se modernise peu à peu. On est allé dans les Hutong. Rien à voir avec les tongs qu'on porte aux pieds. C'est un quartier de Pékin encore dans son jus. Un peu délabré.
C'était sympa. On a rencontré Monsieur Jia. All right. Ni hao. 你好，你好， Ni hao. 你好。怎么装？用这个， Oui, 这个，先拿这个。 depuis 3 ans, il convertit des rickshaws en installant des moteurs électriques. 对，对，这么放进去，往里安。对， Ah, dans ce sens-là, ok. Je suis en train de fixer un moteur. Comme toujours, Guy ne peut pas résister à l'envie de donner un coup de main. 也是我。 C'est moi qui fais toutes les soudures. Joli boulot. 它不能拖一点。 Fais attention à bien le monter droit, sinon la chaîne déraillera. Il y a 3 ans, un ami de Monsieur Jia lui a montré comment installer une batterie et un moteur. C'est bon? OK，这个还有这两个。 Il y a une clé de 13 qui traîne quelque part? Il a converti tous les rickshaws de son quartier. Il se débrouille bien. Il y en avait une trentaine. Mais c'est pas donné. Vous savez combien il prenait? Pour celui-là, ce sera 1500. Ça revient à environ 150 €. Un conducteur de rickshaw gagne combien environ? 要像他们这个。 Avec un rickshaw comme ça, dans les 6 ou 7 000. Ça fait dans les 700 € par mois. C'est pas mal. Une fois la batterie et le moteur installés, l'étape suivante est le raccordement du contrôleur. Comme ça? Ouais. 这线头 Il faut entrelacer les fils en serrant bien. 牢固了。 À la guerre comme à la guerre. Hey, no soldering. On fait avec les moyens du bord. No, fair play, mate. Ça a été un peu compliqué avec les fils, mais ça va. J'ai raccordé les bonnes couleurs. Après 1 heure de mécanique improvisée, le rickshaw à assistance électrique est prêt. 你都没有显示器啊？ Ouais. Les fabriquer, c'est une chose, mais les essayer, c'est mieux, non? Pour faire la course, il faut une piste. Guy a choisi l'un des plus vieux édifices de Pékin, la Tour du Tambour, érigée au XIIIe siècle. Et il faut aussi un concurrent. C'est là qu'intervient Monsieur Zhao. C'était le Nigel Mansell des conducteurs de rickshaw pékinois. Go! On a fait un tour pour le temps de référence. C'est un fonceur. Et un exalté. Il boit trop de café. Allez, Dunaire! Il était sur 2 roues par moment. Allez, go, go, go! Sa façon de s'engager, de doubler les bus, de griller tout le monde. La vache! Top! 3 minutes et 14 secondes. Il a fait 3,14. Et on a été pris dans un embouteillage. Il a fallu s'arrêter, laisser passer 2, 3 voitures, mais bon, ça fait partie de la course. Il faut faire avec ce qui se présente. Bien joué, on y va. T'as la pression? Je me disais, si j'ai moins de circulation que lui, c'est jouable. Ok, bye bye! Je me souvenais à peu près du chemin. Quelques Zoa et quelques Yo. Zoa, c'est gauche, Yo, c'est droite. Je le sentais bien. J'étais à fond, concentré. J'ai tout donné. Je me suis planté, j'ai dû faire demi-tour. J'ai cru que j'allais me péter le poignet en tournant. Bien, bien! Très bien! Très bien! Allez, allez! Par là, par là!
Là-bas, là-bas. Ok, top. Je me suis gouré de route. Merci, très bien. Monsieur Zhao était à 3 minutes 14. Ouais. Et tu as fait 3 minutes 31. On a fait demi-tour dans un parking quand je me suis gouré de virage. Ça m'a bien plu. On a bien rigolé et il était à fond derrière moi. Il m'encourageait. Il est meilleur que moi. Il est plus rapide. Mais il a été bloqué par les voitures. La deuxième semaine se termine en beauté. C'est un chouette endroit, mais j'ai envie de sortir de la ville. De quitter cette pollution. Je veux voir le désert, à un point paumé. Dans le prochain épisode, Guy part pour l'Ouest sauvage. C'est paumé ici. Vraiment paumé. Il rencontrera les tribus qui peuplent les régions les plus reculées du pays. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi. Et découvrira la plus grande prouesse architecturale médiévale du pays. Impressionnant. Avant de finir son voyage par une tentative de record, qui mettra son corps et sa volonté à rude épreuve. Mes jambes me font mal, mais elles fonctionnent. Faut pas y penser, faut continuer. 550 km à vélo à travers le désert de la mort. Je vais tenter. On verra bien.